Bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, une fois de plus, actualité oblige, ce sera d'en parler. Le Covid-19 ou le coronavirus qui ne cesse de faire de victimes, que ce soit sur le continent africain et un peu ailleurs dans le monde, notamment après l'épicentre initial qui était à Wuhan en Chine. Aujourd'hui, on parle du continent européen qui est devenu l'épicentre de ce virus. Comment est-ce que nous en sommes arrivés à ce point, ce continent européen composé des pays dits développés? Comment est-ce que les choses se sont empirées? Comment est-ce que vivent cette réalité la diaspora rwandaise et d'autres spécialistes dans le domaine sanitaire ou dans le domaine de la santé en tout cas, qui vont nous partager leur avis ce soir pour en savoir un peu plus sur le danger qui les guette au quotidien. Mais également, avant de plonger ou avant de nous rendre en Europe, nous allons faire un point sur la situation ici, chez nous, au Rwanda. Comment est-ce que les choses se passent? Ça va faire presque 2 semaines maintenant que le Rwanda est en confinement total. Seuls les services essentiels aujourd'hui sont opérationnels au Rwanda. Pour en savoir plus sur ce que cette réalité affecte sur la réalité économique du Rwanda et également dans le monde, puisque c'est le secteur économique qui est un des secteurs frappés de plein fouet par cette pandémie du coronavirus. Ce soir, je serai à côté d'un expert en économie. C'est un de nos compatriotes, Teddy Kaberuka, avec qui nous avons été dès le premier jour où on parlait de cette pandémie. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Nous serons rejoints tout à l'heure par d'autres personnes sur le continent européen, principalement parce que c'est ce soir on va se consacrer sur le continent européen. Mais Teddy, je pense que alors que le Rwanda ou le gouvernement du Rwanda venait d'annoncer le début du confinement, il y a une peur qui s'est emparée notamment des opérateurs économiques. Je dirais que ce n'est pas seulement la peur des opérateurs économiques, hein, c'est une peur de tout le monde. Parce qu'il faut dire que c'est une situation qui est tout à fait nouvelle. Personne ne s'attendait, personne n'a jamais connu le même sort dans le passé, donc c'est tout à fait normal que les gens pouvaient avoir peur. Non seulement à la peur liée à ces confinements, mais aussi la peur liée aux effets économiques de ces confinements. Ici, il faut rappeler que quand on est cloué à la maison, on ne travaille pas. Par conséquent, il n'y a pas un retombée économique, que ce soit sur le plan individuel, mais que ce soit aussi sur le plan de tout le pays. Donc, il faut dire que quand tu vois, par exemple, la caractéristique de la population du Rwanda, la majorité sont des gens à faibles moyens, qui vivent du quotidien, ils travaillent pour gagner du pain et du coup quand il y a une condition qui le coince à la maison, c'est un peu difficile de trouver quoi à manger. Donc c'est ça la peur qui a été généralisée. Heureusement que l'État a compris cette inquiétude et il y a des initiatives qui se font, que ce soit par l'État et même par les bienfaiteurs qui partagent avec leurs voisins. Justement, comme vous pouvez le découvrir en image, c'est le centre aujourd'hui de Kanyinya qui accueille les patients ou les personnes infectées par le coronavirus ou le Covid-19 ici au Rwanda. Vous voyez, il y a des experts. Nous avons nos reporters qui ont été sur place pour voir comment se passe la situation là-bas et comment est-ce que la prise en charge est faite à Kanyinya. C'est une situation bien nouvelle à laquelle il faut s'adapter.
mais c'est également une situation qui demande des précautions, qui demande beaucoup d'attention, qui demande de l'investissement. Et de l'investissement, on en a eu à ce jour, il faut dire, malgré le nombre qui ne cesse de croître des patients que reçoit ce centre et d'autres qui sont en isolation ou en isolement, ou d'autres qui sont en confinement total à partir de chez eux. Vous pouvez voir quelques patients de la première heure qu'on a en image et qui se portent plutôt bien. Et le ministère de la Santé annonce d'ici quelques temps la sortie de certains de premiers patients qui ont été admis dans ce centre de Kanyinya. C'est à quelques kilomètres, juste quand vous sortez de la ville de Kigali vers le nord du pays. Teddy, je disais, comme toute situation, dès qu'il y a une situation comme ça de confinement, cela a suscité également de la spéculation sur le marché. Là, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, effectivement, tu sais, quand les gens savent qu'il y a une opportunité pour eux, surtout les privés, ils saisissent l'occasion. Évidemment, ce n'est pas éthique, hein, c'est vraiment contre l'éthique. Mais c'est une situation de spéculation qui existe. Ce n'est pas seulement au Rwanda. À chaque fois qu'il y a une nouvelle qui s'annonce qu'il y a un changement sur le marché, il y a des spéculations. C'est ça le rôle au fait du ministère du Commerce, c'est ça le rôle du monitorage des marchés pour que les secteurs privés n'en profitent pas pour cette spéculation. On a vu pas mal de cas des gens qui ont violé les directives données par le ministère du Commerce qui ont été punies. Ça doit se manifester. Aussi, il y a un élément très important, c'est que du moment où on annonce le confinement, il y a cet effet pervers où tout le monde se précipite pour acheter un stock à la maison. Et justement, ce n'est pas cette situation qui a également poussé les opérateurs économiques également. C'est cette loi-là éternelle de l'offre et de la demande. Voilà. La demande était tellement élevée, grande. Donc, c'est une augmentation des prix qui est liée à la demande. Et ça, c'est toujours momentané quand il y a les régulateurs. Parce que c'est ça le rôle des régulateurs, en fait. Il faut que les régulateurs soient les milieux entre le commerçant qui offre les produits et les services et le client qui va demander. Et je pense que le ministère a bien joué son rôle de réguler le prix afin que le commerçant ne profite pas de cette situation, de la crise sanitaire et économique à la fois. Est-ce qu'il y avait une raison à spéculer? Il y avait une raison à pousser les gens à cette hausse des prix? Il y a une raison économique pour gagner plus. Ça, c'est vraiment une raison qui motive tout commerçant. Du moment où tu es dans le commerce, chaque occasion est bonne pour toi pour gagner plus. Ça, c'est une raison, je dirais, qui n'est pas éthique, mais une raison qui est économique. Là, je pense qu'avant de continuer, nous allons peut-être jeter un coup d'œil sur les réactions. C'est une interview qu'on a tournée avec la ministre du Commerce et de l'Industrie. Elle était accompagnée du ministre de la Santé. Mais parce que nous mettons un point où nous focalisons ce soir sur l'aspect économique de la chose, nous allons voir ou entendre plutôt ce que dit la ministre du Commerce et de l'Industrie par rapport à cette situation-là de spéculation et surtout des mesures qui ont été prises par le Rwanda pour parer à cette spéculation. Dire que les choses sont revenues à la normale, ça ne serait pas correct. Dans cette crise qui est mondiale, crise sanitaire, il est vrai que l'économie au niveau mondial a été frappée de plein fouet. Le Rwanda n'est pas épargné, mais les mesures qui ont été mises en place, surtout au niveau commercial, pour éviter la spéculation des prix, est une mesure qu'on a prise justement parce qu'on a observé des mouvements de panique. Vous avez vu dès l'annonce du premier cas de coronavirus au Rwanda, certaines personnes se sont empressées dans les marchés, les supermarchés et achetaient comme si nous allions être confinés pendant 6 mois, ce qui, bien sûr, est irrationnel. Et le fait qu'on ait décidé en tant que gouvernement de fixer les prix pour des produits de base, c'était
pour protéger les consommateurs et éviter cette spéculation inutile des prix. Et donc on a donné des prix maximaux à ne pas dépasser pour des produits de base, que ce soit des produits de première nécessité, alimentaires, mais aussi des produits qui sont utilisés comme les masques aujourd'hui pour des protections sanitaires. On a trouvé aussi qu'il y avait une hausse des prix non justifiée, et ceci aussi c'est suivi par des inspections sur les marchés et les différents magasins pour être sûr ils respectent les prix qui ont été fixés, mais aussi que les personnes puissent prendre conscience de la sévérité, de la gravité de la situation dans laquelle elles se trouvent et qu'ils n'en profitent pas pour faire des profits non justifiés. Donc il y a des amendes qui maintenant s'élèvent à plus de 9 millions de francs rwandais qui ont été infligées, que ce soit aux différents commerces qui ont été pris en flagrant délit de spéculation. Des récalcitrants en tout cas. On parle du marché local. Maintenant, parlons un peu des échanges commerciaux entre le Rwanda et la région et même d'autres parties du monde. On peut même parler de la Chine qui est un grand marché pour le continent africain. Quelle est la situation aujourd'hui des échanges commerciaux, notamment au niveau de la région ? Alors, si je commence par le niveau régional, les restrictions au niveau du trafic aérien, par exemple, ne concernent que les passagers. Et ça a été hier, d'ailleurs, réitéré dans le communiqué final au niveau de l'IAC, de la communauté d'Afrique de l'Est, où le mouvement des biens et services doit être garanti dans les 6 États les 6 États membres. Et au niveau aussi mondial, même les pays qui également ont mis des restrictions sur tout ce qui est trafic aérien, mais aussi fermeture des frontières, le mouvement des biens et services est garanti. Maintenant, le flux commercial entre le Rwanda et la Chine, par exemple, depuis le mois de janvier, a été fort impacté avec les mesures de confinement qu'avait mises en place la Chine. Mais nous sommes heureux de constater que la Chine reprend petit à petit ses activités et est redevenue, je veux dire, l'usine du monde. En revanche, il y a des pays aussi qui maintenant sont touchés, qui sont nos partenaires commerciaux, que ce soit l'Europe, les États-Unis, où là, nous sommes en train de vraiment d'évaluer la situation pour voir certaines exportations qui venaient de ces pays, comment trouver d'autres marchés, mais aussi faciliter notre secteur privé dans les démarches et aussi l'impact économique qu'ils ressentent aujourd'hui. De l'impact économique maintenant, peut-être pour terminer avec vous, aujourd'hui ce jeudi, voilà, là elle parlait des échanges commerciaux entre le Rwanda et la région Teddy. Il faut dire qu'il ne s'agit pas que du Rwanda, mais on doit également être conscient de cette relation inhérente entre le Rwanda et la région, notamment la région est-africaine. Absolument. Sur le plan économique. Oui, parce que là, on est une économie qui importe la majorité surtout des produits industriels. Donc, si le marché international est affecté, on est absolument affecté. Ce qui est vrai, c'est que le niveau, je dirais, le timing des effets de la crise sanitaire était différent. Au niveau de la Chine, au niveau de l'Afrique, c'était différent. La Chine a commencé bien avant, vers le mois de fin novembre, décembre, janvier. Et c'est maintenant que nous, on ressent la crise sanitaire, alors que la Chine a repris un pas lent, mais ils ont repris quand même les activités. Mais il faudrait aussi reconnaître, Teddy, même s'il y a certaines collaborations aujourd'hui par rapport au mouvement ou à la circulation des biens, du moins, au niveau de la région. Il faut dire que c'est arrivé un peu tard, non ? On n'a pas senti une certaine... les pays n'ont pas été proactifs par rapport à ce qui s'est passé en Chine, non ? Je ne dirais pas ça parce que, en fait, tout le monde croyait que la Chine va contrôler la situation d'un moment à l'autre. C'est à peine que même la Chine a explosé. Et elle a déclaré qu'il y avait une épidémie, finalement c'est devenu une pandémie. Voilà, donc c'était une situation non prédictible au début, par tout le monde, que ce soit la Chine en tant qu'épicentre, que ce soit l'OMS qui
qui fait le monitorage des problèmes de santé au monde, même que ce soit dans tous les pays. Tout le monde s'attendait à ce que la situation... Parce qu'il y a pas mal de situations pareilles qui ont apparu dans le passé, d'autres virus qui ont apparu, mais la situation ne s'est pas aggravée à ce niveau. Je pense que c'est une leçon aussi qu'il faut apprendre de cette situation, que prochainement, il ne faut jamais minimiser une épidémie qui est en train de s'accroître. Voilà, je pense que nous allons faire une petite pause sur ce qui est de l'économie. Nous allons nous rendre un peu de l'autre côté de la mer Méditerranée où nous attendent les différentes intervenants. Je pense que si on peut avoir la France avec le docteur Elie. Vous nous entendez? Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir également à Joël Ndori, il est de la diaspora rwandaise en Belgique. Bonsoir. Bonsoir Eddy. Bonsoir également à Régis qui est un de nos compatriotes qui est en Italie, particulièrement en Lombardie, c'est ça, à Milan? Oui, bonsoir. Voilà, et je pense que c'est ce soir particulièrement, vous passez à l'heure d'été, c'est la même heure que Kigali. Je veux vous poser une question comme ça. Comment est-ce que vous vivez ces moments dans ces pays dits développés? Vous êtes, à un certain moment, vous vous êtes dit, vous n'êtes pas vraiment concerné par ce qui se passait en Chine, comme le disait tout à l'heure notre cher Teddy? On commence avec vous, docteur. Je pense que dès le départ, on s'est senti concerné, mais pas au niveau où on s'est retrouvé. Donc on a été quand même un peu surpris. Que ce soit les experts, les politiques. Au départ, on prenait cette pandémie pour une grippette qui allait passer comme la grippe H1N1. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et vous, Joël, en Belgique, comment est-ce que vous avez vécu, parce que c'est aussi des problèmes aujourd'hui, les gens n'ont réalisé que ce qui est arrivé que trop tard, finalement. Disons en fait que c'est surtout la situation en Italie qui a vraiment donné l'impression que les choses étaient beaucoup plus proches qu'on le pensait. Et donc, surtout que la situation en Italie, je pense que notre ami qui est en Lombardie pourra l'expliquer, mais ça s'est vraiment accéléré. Et alors, si vous voulez, en Belgique, en fait, il y a aussi des gens qui sont partis en vacances, pendant les vacances de carnaval, fin février. Et donc, à ce moment-là, à leur retour, on a commencé à entendre les chiffres de plus en plus en Italie. Et donc, on s'est dit, voilà, les choses sont parmi nous, en fait. Régis, toi, on a été ensemble depuis le début. On va dire que l'Italie, c'est aujourd'hui malheureusement une référence de cette hécatombe. Oui, on a été les premiers à être touchés. Du coup, tout le monde, ils ont vu ce qui s'est passé chez nous. Je pense que les autres pays, quand même, ils ont été plus rapides que nous. Parce que nous, on a mis vraiment on a mis du temps à réaliser que la situation était grave. Et c'est pour cela que même jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à contrôler vraiment la situation. Oui, justement, nous parlons de la situation. L'Italie, docteur, vous êtes spécialiste, peut-être, vous êtes médecin spécialiste, vous êtes du domaine. L'Italie, c'est juste à côté de la France, également la Belgique qui est votre voisin. Vous qui êtes du secteur sanitaire ou de la santé, on a vu des débats aussi dans les médias qu'il y a eu un désaccord où en tout cas les spécialistes ne s'accordaient pas avec les politiques sur la prévention et comment il fallait s'y prendre par rapport à cette pandémie qui arrivait ou qui frappait à la porte en tout cas.
C'est vrai que malgré que l'Italie aurait dû quand même être une bonne leçon pour nous, on a l'impression que les soignants ont été longtemps incompris. On a réclamé les masques, par exemple, on a réclamé le matériel et on voyait les politiques ont un peu figé, je dirais banalisé un peu le problème. Et la pandémie nous est tombée dessus comme une vague, en fait, qui nous attrape rapidement et où on n'a pas le temps de nous retourner. Alors, malgré autant de semaines qui viennent de s'écouler, en France particulièrement, il y a toujours un débat sur certaines mesures de prévention, notamment, chose surprenante, il y a des équipements de base ou des équipements, en tout cas, dont on se disait ce n'est pas une chose qui pouvait manquer à certaines puissances, en tout cas, notamment la France. Des équipements comme les masques, on a vu des gants qui constituent des débats jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est ça, en fait, c'est là où on se dit que la situation n'a pas été quand même prise au sérieux et que jusqu'aujourd'hui on parle, les soignants n'ont pas tous le matériel. J'ai des collègues qui font des centaines de kilomètres pour ne fût-ce qu'une boîte de masques, ce qui est quand même insupportable à l'heure actuelle et ce qui rend les soignants, qui les mettent en colère. Docteur, il y a également un débat autour de la priorité donnée par rapport au budget accordé au secteur de la santé. Il y a quelques mois où on a vu une grève du secteur de santé. On se disait peut-être que la France est connue pour ses nombreuses et innombrables grèves, mais finalement, j'allais dire, on dit l'avenir vous donnera raison, mais c'est le présent qui vous donne raison finalement. Il y a des choses qu'il fallait vraiment faire. Oui, exactement. Ça fait des années, ça fait presque 1 an que les soignants sont dans les rues, réclamant le matériel. Parce qu'il y a une politique sanitaire qui vise à réduire, à faire des économies sur le système de santé. Et donc, ça ne correspondait pas aux besoins des soignants, ce qui fait que même avant l'arrivée de la pandémie, il y avait un problème de matériel. Alors, je ne vous dis pas, en plus de ce problème qui est quand même assez grave, qui est venu se greffer, le système, il est à bout de souffle. Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous qui intervenez au quotidien, comment est-ce que il y a également les premières interventions, on a vu que c'est devenu plus une affaire des hôpitaux publics que des privés. Aujourd'hui, le débat n'a pas évolué ou est-ce que les privés se sentent également concernés par ce qui se passe? Je dirais que même ce sont les privés qui sont d'abord concernés parce qu'il n'y a que des cas graves qui vont à l'hôpital. Mais avant de passer à l'hôpital, les patients sont appelés à rester chez eux et à appeler leurs médecins traitants, qui sont des médecins libéraux, donc qui sont en privé. Et donc les malades vont passer à l'hôpital quand il y a une détresse respiratoire qui s'installe. C'est à ce moment-là où l'hôpital public intervient. Mais en amont, c'est plus le privé qui est à la bataille. Et donc le privé, le public, il fonctionne côte à côte. Là où le privé n'a pas encore commencé, c'est pour des cas graves, la réanimation, mais je pense qu'on va y arriver. Parce que les lits qui sont alloués à la réanimation arrivent à saturation. Et donc là, il
y avoir besoin d'ouvrir les lits des cliniques privées. Peut-être avant d'évoluer, Teddy, vous suivez l'actualité économique non seulement sur le continent africain, mais également en Europe. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, vous qui êtes économiste, comment est-ce que les priorités, parce que ça, elle parle en tant que quelqu'un du domaine, finalement, les priorités ne sont pas accordées à certains secteurs. C'est comme je vous l'ai toujours dit, apparemment, le secteur économique est budgétivore, ça consomme tout ce qu'on produit, où les priorités sont définies par rapport à quoi? Les priorités sont définies par rapport à, je dirais, à la bonne volonté des politiciens. Parce que ça, c'est un débat qui est très, très, très mouvementé, où on te dira, par exemple, la défense et la sécurité qui va prendre une grande partie du budget de l'État. Et ce n'est pas seulement en France, ce n'est pas seulement en Europe, c'est pareil dans tous les pays. Et maintenant, ce modèle vient d'être prouvé que c'est le modèle qui est fausse. Parce que c'est un modèle qui devrait donner des solutions à un problème comme celui-ci. Malheureusement, le modèle qui est actuellement utilisé dans plusieurs pays, l'allocation du budget suit une proportion qui n'est pas justifiée par le besoin social. La santé et l'éducation ont été toujours définis comme des domaines sociaux, par conséquent, qui n'ont pas vraiment absorbé la partie du budget qui devrait. Et ça était toujours l'objet des discussions, des plaidoiries pour les forces civiles, mais ça n'a pas toujours eu le poids qu'il mérite. Ça, c'est un point très important. Le deuxième élément qu'on peut voir dans une situation pareille, quand la Chine était au pic de la pandémie, on a vu la Chine qui a trouvé des solutions immédiates. On a vu la Chine qui a construit des hôpitaux pendant 10 jours. On a vu la Chine qui a trouvé des matériels médicaux dans 2 jours. On a vu la Chine qui a fait embarquer les médecins, les docteurs, les matériels dans toutes les régions de la Chine vers l'épicentre de... Voilà, donc on a vu la Chine trouver une solution. En bref, malheureusement, les pays européens, c'est dommage qu'ils sont toujours dans le débat de ne pas avoir le matériel, alors qu'ils sont connus comme des grands pays. Je ne sais pas quelle grandeur ils peuvent réclamer maintenant, mais en tout cas, ça se voit que leur système, je dirais le système de gouvernance, le système économique, il n'est pas efficace. Le système qui a montré son efficacité pour l'instant, ça, et la plupart des gens peuvent avoir un avis différent avec moi, mais le système communisme de la Chine, que la Chine applique maintenant, a montré son efficacité, vu la gestion de la prévention de l'épidémie, vu la réponse à l'épidémie. Eh bien, la Chine a démontré qu'il a vraiment un outil efficace de la gestion de la crise. Ça, c'est quelque chose que les pays africains qui ne sont pas encore à ce désastre humanitaire comme la France et l'Italie et le Portugal, les Africains devraient apprendre de la Chine. Qu'est-ce que la Chine a fait? Aujourd'hui, la Chine est au niveau d'aider les Européens, de leur donner du matériel, de leur donner des médecins. Mais quand vous dites ça, vous n'ignorez pas non plus que la Chine, ça pèse lourd sur l'économie mondiale. Également, tous les moyens, tous les dispositifs qu'on a vus pour parer à cette situation, ça demande des gros moyens. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça demande aussi une décision rapide, parce qu'on a affaire à la vie ou à la mort. Ce n'est pas le moment de faire des bons discours des politiciens pour décider. Donc s'il faut faire un hôpital, s'il faut avoir le matériel, ce sont des grands pays. Ils peuvent prendre des gros avions, aller en Chine, amener. Dans 2 jours, on peut avoir tout ce qu'on a besoin, si on a l'argent. Je pense pas on est face à une situation où les pays sont pauvres. Peut-être qu'ils le sont, mais ils ne montrent pas cette réalité. Ils disent qu'ils sont forts, mais ils ont un problème de décision. Faut-il agir vite et efficace? C'est ça la question. Je pense que c'est là où la faiblesse s'est remarquée et ça coûte toutes ces vies humaines. Joël Ndori, vous êtes de la diaspora rwandaise en Belgique, mais également un observateur avisé de ce que peut être, en tout cas, la politique internationale. Aujourd'hui, à Bruxelles, où vous êtes, c'est également
comment dire, c'est le centre des décisions. C'est là que se trouve le Parlement, disons, le siège de l'Union européenne. On a vu des grandes personnalités débattre par vidéoconférence. Finalement, Joël, face à cette situation, vous vous dites que il n'y a pas une crise de leadership ou peut-être d'une position commune par rapport à ce que doit faire l'Europe aujourd'hui dans l'intérêt non seulement des Européens, mais de toutes ces populations qui vivent, dont vous, les Rwandais, qui vivez sur le continent européen? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les politiques de santé sont gérées au niveau national. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc, un autre élément aussi, c'est que, et peut-être pour contredire notre économie sur le plateau, c'est que ça dépend un peu aussi de chaque pays. Si je prends par exemple le cas de la Belgique, je pense que la Belgique a pas mal anticipé au niveau des décisions et surtout au niveau des mesures préventives. Donc je pense que à ce niveau-là aussi, ça se voit au niveau des chiffres. On n'a pas la même population que l'Italie, la France, mais en tout cas, je pense que les chiffres sont en train de démontrer que les choses sont relativement bien gérées. Et même par rapport à la question de la place des filles dans les soins intensifs. Alors, je pense qu'effectivement, ça montre peut-être que l'Europe devrait intégrer ce élément-là et que ce type de pandémie n'est probablement pas la seule et la dernière pour ça. Je pense qu'il y a d'autres études qui ont été faites, scientifiques qui en ont parlé depuis de nombreuses années. Et je pense que l'Europe peut-être prend conscience qu'il y a quelque chose à faire. Et justement, je vais me dire, nous avons vu l'Europe avoir des positions, certaines grandes puissances avoir des positions communes sur certains secteurs, notamment la défense, où aujourd'hui on pense avoir une armée européenne. On a eu des politiques au niveau des douanes, on a plusieurs secteurs, mais on a senti qu'il n'existe presque pas de politique en matière de santé, une politique en tout cas commune par rapport à la santé. Non, tout à fait, c'est ce que j'ai dit, ça ne fait pas partie des éléments qui sont gérés à l'échelle européenne. Mais pourquoi? Et même certains... Mais pourquoi? Je pense que la pandémie actuelle va faire réfléchir les dirigeants européens à cette question-là, ça c'est un point numéro un. Un deuxième point, il faut savoir que l'Europe exige que chaque pays ne dépasse pas, une certaine dette de leur PIB. Et donc, si vous voulez, les États, différents États, à cause justement des restrictions européennes, n'ont pas fait certains investissements dans le secteur de la santé notamment. Donc là, ça démontre que, je veux dire, avec du recul et à long terme, l'Europe devra réfléchir sérieusement. Docteur, vous qui êtes en France, vous êtes du domaine également, est-ce que ce débat, vous en parlez au quotidien, par exemple, pour ce qui est du secteur de la santé sur le continent européen? Vous et vos collègues des autres pays, est-ce que vous militez au moins, vous voulez que ce débat... Auparavant, avez-vous eu le temps de discuter par rapport à ça, pousser en tout cas les décisionnaires ou les politiques européens à agir dans ce sens? Non, jusque-là, je pense que avant la pandémie, chaque équipe était dans son coin. Et étant donné ce qu'on vient de dire, les problèmes sanitaires de France actuelle, on était concentré vraiment sur le problème national, que les problèmes européens étaient secondaires. Mais là, je pense qu'on va tirer une bonne leçon pour l'avenir,
à travailler main dans la main, parce qu'on a vu que dans des moments pareils, chaque équipe ne peut pas s'en sortir seule. On a un exemple italien. Là, la vague arrive en France. Il y a l'Allemagne qui accueille un certain nombre de malades français qui viennent du côté de l'Est, parce que là-bas, les services de réanimation, ils sont vraiment débordés. Et donc, on espère qu'à l'avenir, les systèmes sanitaires sur le plan européen vont essayer de travailler ensemble. Tu dis, tu avais apparemment un commentaire à mettre par rapport à ce que Ndori a dit et le docteur Elie. Oui. En fait, à la lecture de la situation, il faut comprendre que ce soit l'Union européenne, que ce soit tous les blocs régionaux qui se font pour le développement, la santé n'a jamais été prioritaire. Donc, tu vas voir par exemple au niveau de l'Union africaine, il n'y a rien qui s'est dit pour aider dans la crise sanitaire. C'était la même chose aussi. Au niveau européen, la santé n'a jamais été un point d'être géré ou un secteur à être géré au niveau européen. Par conséquent, chaque pays s'est démené pour avoir sa politique interne. Et là, en cas de la crise comme celle-ci, voilà, on voit les conséquences. Heureusement que l'Union européenne, en tant qu'organe, s'est mobilisée pour dire, voilà, malgré qu'on n'a pas une politique commune, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'ils ont quand même fait, ils ont pris une décision qui n'est pas aussi mal, de lever le seuil d'endettement pour chaque pays. Parce que comme l'Union européenne est gérée, chaque pays a un seuil d'endettement, un pourcentage par rapport à son PIB qu'il peut s'endetter. Vu que la crise sanitaire et économique frappe l'Europe, ils disent, écoutez, on va lever ce seuil pour que le pays s'endette, ils peuvent avoir ils peuvent s'endetter. Hein. Et là, hier ou avant-hier, il y avait un débat qui disait qu'on va faire Corona Bonds pour que les pays aient de l'argent, des financements étrangers ou de bons internes qui peuvent être achetés. Comme ça, les États peuvent avoir les moyens financiers pour faire face à cette crise sanitaire et économique. En tout cas, faire par rapport aux pays européens, les anciens. En tout cas, les premiers à avoir intégré l'Union, c'est l'Italie aujourd'hui qui, on va dire, paye le gros prix par rapport à cette pandémie. Nous sommes avec Iyamuremye Régis, un de nos compatriotes qui est en Lombardie, je le disais tout à l'heure. Régis, les statistiques font peur en Italie. Comment est-ce que vous vivez ces moments ? Et justement, on est dans un moment très critique et au niveau économique, c'est vraiment très grave. Et les experts ils disent si la crise, il y a des hypothèses, si la crise termine pour le mois de mai, ils comptent au moins des 300 milliards de pertes. Et la deuxième, les experts disaient que si la crise termine après l'été, ils comptaient plus de 640 milliards d'euros à perdre. Ça, c'est gros pour un pays comme l'Italie. On sait bien que l'Italie, parmi les secteurs les plus rentables, c'est également le tourisme. Oui, l'Italie, le tourisme, c'est vraiment très important. Et par exemple, le tourisme de Venise, qui a vraiment chuté, il compte environ de 7 millions de tourisme chaque année. Et du coup, c'est une grosse somme d'argent. Et le tourisme en Italie a perdu plus de 75%. Et on parle de la restauration qui a perdu 65%, et design, et mode, et tout ça. Par exemple, le Fashion Week, je pense que vous avez déjà entendu parler que... Le Fashion Week de Milan. La Fashion Week de Milan, c'est ça? Oui, la Fashion Week de Milan, et aussi c'est très important
Et on avait pas mal des expositions cette année. Il y avait Fashion Week, il y avait exposition des vins. Et l'Italie, c'est parmi les 2 pays très importants exportateurs de vin. Et ça a été annulé. Et Expo électronique. Et enfin, dans pas mal de secteurs, on a perdu vraiment beaucoup. La bonne nouvelle, ce que régisse l'Italie, c'est toujours un pays, c'est vrai, européen, mais c'est aussi un pays dont on pointe du doigt par rapport au regard que les Italiens portent sur les étrangers, notamment les étrangers de couleur. On a vu des images qui étaient assez étonnantes avec l'arrivée des médecins cubains, des médecins noirs qui sont arrivés et très applaudis là-bas. Aujourd'hui, quel est le résultat de leur travail sur terrain? Est-ce qu'on leur facilite la tâche? Maintenant, c'est une question, c'est une question de vie ou de mort. Et du coup, les Cubains, au niveau international, c'est des médecins très expérimentés, et surtout dans ce genre d'épidémie. Et ils ont fait montrer tout ça quand il y avait eu l'Ebola en République démocratique du Congo. Et bien sûr qu'ils sont bien applaudis. Et ça a changé la donne, justement. Ça a changé la donne. Vous pensez que ça laisse... les Italiens portent aujourd'hui un nouveau regard sur l'étranger? Oui, je pense que oui. Je pense que oui, on verra bien d'ici bientôt quand ça va finir tout ça. Mais quand même, à un certain moment, ici en Europe, ils se sont laissés aller. Personne n'y pensait que ça pouvait arriver, ce genre de situation. Ils étaient à l'aise. Et on voyait l'épidémie en Afrique et l'Ebola, et ils disaient, oh, c'est les Africains qu'on n'arrive pas à gérer. Mais là, on a eu tous une leçon à apprendre. Je pense que le monde, il va changer. Docteur Elie, vous nous suivez justement par rapport à l'intervention des médecins cubains qui sont arrivés en Italie. On a vu également des médecins, des patients en France qui ont été évacués en Allemagne. Et aujourd'hui, on annonce une grève pendant tout le mois d'avril. Finalement, on se dit, est-ce que c'est le meilleur moment ou le bon timing pour faire une grève en France? C'est le meilleur moment parce que c'est le moment où tout le monde a le regard tourné sur les soignants. Parce que c'est un groupe qui est en souffrance depuis un petit moment, mais qui n'a pas de visibilité dans le sens où, ayant tenu par la déontologie, même si on parle de grève, comprenez bien que les médecins ne vont pas laisser les malades, ils vont faire grève avec juste un bandeau où c'est marqué médecin ou soignant en grève. Mais on ne va pas aller dans les rues. Il ne faut pas se leurrer avec la période qui est la nôtre. Mais le but, c'est vu que maintenant tout le monde nous acclame, il y a à 20h maintenant une tradition qui s'est installée, c'est tout le monde qui sort, qui acclame les soignants. Donc on se dit maintenant que tout le monde est de notre côté, nous soutient, c'est peut-être le moment de changer, de demander. Comme je disais, c'est pas normal au jour d'aujourd'hui, il n'y ait même pas de masque. Petite anecdote, il y a 3 jours en consultation, après la consultation, le malade m'a sorti un paquet de masques. C'est-à-dire que c'est le peuple qui amène le matériel vers le médecin. On est quand même dans un pays, entre guillemets, développé, c'est pas normal. Donc on espère que pendant cette période où tout le monde est confiné, où tout le monde a la tête tournée vers cette épidémie, enfin,
on pourra être entendu. Parlant justement de masques et d'autres matériels, il y a le gouvernement français qui a fait une commande, je pense, de 1 milliard de masques et gants. Je pense qu'il y a tout un matériel qui arrive de la Chine, on doit les signaler. Tu avais un commentaire à placer par rapport à cette grève qui s'annonce pendant tout le mois. On s'est dit, est-ce que c'est le meilleur moment de faire une grève? Le peu de force, le peu de... Le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est réunir nos efforts, où les gens doivent réunir les efforts pour produire autant qu'ils peuvent. Bon, tu sais, il faut rappeler l'historique et la tradition des Français. Les grèves, c'est vraiment quelque chose qui est monnaie courante, mais ça, c'est un avis personnel. Je pense que c'est pas le moment de gréver. C'est le moment de combattre contre le Covid-19. C'est pas le moment de gréver. En fait, les médecins ou le corps des soignants, ils tiennent le coup. Le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est... Ils tiennent le coup, mais à quel prix? Oui, mais, à quel prix? Bon, et heureusement qu'ils décident de bien gérer ça, pas aller dans la rue, malheureusement, ils ne peuvent pas aussi, mais montrer leurs revendications. Et ce n'est pas le moment de discuter les revendications, c'est le moment de combattre contre le Covid. Et si le gouvernement n'a pas eu un compromis avec son corps médical, c'est un problème sérieux. Il y a une blague qui se fait, ils disent, mais pourquoi les footballeurs sont mieux payés par rapport aux médecins alors que le médecin sauve des vies? Ça, c'est un débat, et c'est une blague, mais en réalité, ça reflète la vie, le quotidien. Et ce n'est pas seulement en France, c'est partout en Europe. Et je pense que les revendications des médecins, moi, je le comprends. Ils donnent leur vie, ils risquent leur vie par ailleurs. Ce n'est pas seulement soigner. On a vu le nombre de médecins qui ont perdu leur vie en Italie. C'est énorme, hein? Ça fait peur. Et je pense que le gouvernement tous les gouvernements du monde doivent redéfinir leurs priorités maintenant. Parce que c'est clair maintenant que sans la santé, rien ne peut marcher. Tu peux avoir une économie qui est, je ne sais pas moi, au ciel, mais en un bout de temps, tout peut tomber à l'eau. Voilà, c'est le cas pareil maintenant avec cette pandémie. Joël, est-ce que la gestion de cette crise causée par la pandémie, ça a quelles répercussions sur le quotidien du Belge et de cet étranger qui vit en Belgique aujourd'hui? Y a-t-il de débat? Disons que dans un premier temps, les gens n'ont pas nécessairement respecté les consignes à la lettre. Donc, par exemple, donc en fait, ils ont annoncé les mesures. Le lendemain des mesures, on a eu des magasins qui ont été quasi dévalisés, parce que les gens avaient peur, ils voulaient faire des stocks. Et donc, il y a eu une nécessité de la Première ministre de justement rappeler que voilà, les stocks sont là. On a la capacité de pouvoir gérer plusieurs mois s'il faut. Donc, il y a eu une mise au point. Un autre élément, c'est que les gens aussi allaient, comme il y avait, vous êtes obligés d'aller au travail, vous travaillez à la maison, donc les gens allaient dans des parcs, ils allaient se promener dans les rues et tout ça. Et il y a de nouveau eu des restrictions par rapport à ça. Et donc là, ce vendredi, ils ont prolongé en fait, la période de confinement jusqu'au 19 avril dans un premier temps, mais en annonçant déjà la possibilité que ce soit jusqu'au 3 avril. Et donc, alors, par rapport à ça, ils vont s'assurer que les services de police soient beaucoup plus contraignants. Et que, par exemple, si vous êtes attrapé dans la rue sans raison, vous avez une amende jusqu'à 50 € à payer directement. Mais sinon, pour le reste, comment dire, les magasins, voilà, sont les magasins d'alimentation, les pharmacies aussi, mais chaque magasin met en place restrictions intérieures. Donc, par exemple, quand vous entrez on va vous désinfecter votre caddie. À l'intérieur, vous ne pouvez pas rester plus de 10 minutes. Vous n'avez pas la possibilité de prendre trop de quantité non plus parce qu'ils peuvent refuser, par exemple, de scanner certains aliments.
Et par exemple, chez le pharmacien, il peut être que un à la fois. Il privilégie commander les médicaments ceux qui ont des maladies. Comment dire, et donc, voilà. Sinon, on peut encore se promener ou faire un peu de sport. On ne peut pas être plus de 2 personnes, on peut être des gens de la même famille. Donc voilà, il y a des restrictions comme celle-là et on essaye de s'y tenir mieux et je trouve que les gens le respectent le mieux qu'ils peuvent. Voilà, Teddy, peut-être nous arrivons peut-être au terme de notre émission, mais avant de clôturer, il y a une bonne nouvelle. Je ne sais pas si je dois appeler ça une bonne nouvelle déjà parce que on n'a pas encore ressenti ça. Les membres du G20 se sont réunis au cours de cette semaine et ils ont promis une enveloppe de 5 000 milliards de dollars pour injecter dans l'économie mondiale. Tu peux un peu nous expliquer pour les gens qui ne comprennent pas cet argent, où ira cet argent, comment est-ce qu'il va aider ces économies, qui sont les nécessiteux aujourd'hui des nécessiteux? Bon, il faut dire que dans le communiqué final, on n'a pas vraiment donné les détails, mais ce qui est à comprendre, c'est qu'il y a une enveloppe qui a été débloquée par les pays de G20 pour aider les économies du monde. Et au même moment, rappelez-vous que la Banque mondiale et la FMI, ils ont demandé au G20 de lever les emprunts pour les pays, mais aussi ils ont demandé à aider l'Afrique en particulier. Parce que si cette pandémie ravage l'Afrique, ça serait un désastre humanitaire. Donc c'était vraiment une voix qui s'est levée pour parler à propos de l'Afrique. Et heureusement que le président de l'Union africaine était là aussi, le président du Rwanda était là aussi, le président de l'Éthiopie était là aussi. Et être là, les gens doivent comprendre, ils ont été là par vidéoconférence, ils n'ont pas été là présents. Ouais, oui. C'était une conférence par vidéo, donc tout le monde était sur vidéo. Je dirais ils étaient sous la table de négociation, si je peux dire ainsi. Alors, c'était des voix qui ont levé la nécessité d'octroyer une partie de cette enveloppe au continent africain. Une grosse partie, en tout cas. Bon, je l'espère bien. Si les détails sortent, on va voir. Autre chose qu'il faut dire que c'est pas seulement là, au moment où on parle, on est encore à un désastre sanitaire. On n'a pas encore arrivé aux conséquences économiques jusque-là. Donc, mais ça annonce les couleurs. Oui, bien évidemment. Ça c'est indiscutable. Il y aura des conséquences énormes, mais aujourd'hui, on est en train de sauver les vies humaines, avant même de parler des politiques pour redressement de la crise économique. La crise économique, elle s'annonce, elle se voit, et chaque pays devrait avoir un mécanisme pour gérer ça. Ce qui est vrai, c'est que il y a quand même l'aide internationale qui va venir. Ce n'est pas seulement le G20. On voit des grands businessmen qui injectent de l'argent. On a parlé du milliardaire, par exemple, et aussi philanthrope Jack Ma, qui s'est montré très présent. Mais Jack Ma, il est chinois. Mais on connaît aujourd'hui cette relation inhérente également entre la Chine et le continent africain. Par exemple, avec la Chine qui est en train de redresser son économie aujourd'hui, les choses rentrent dans l'ordre. On peut imaginer la Chine s'impliquer, comme il s'est impliqué dans certains projets de développement, maintenant s'impliquer dans des projets sanitaires pour que l'Afrique puisse éviter cette catastrophe humaine. Et ça sera nouveau. On n'a jamais vu la Chine en train d'aider les pays africains dans le domaine social. On a toujours vu la Chine dans le domaine infrastructure, développement d'infrastructures, des gros travaux. Et voilà, on le voit aussi dans la santé. Je pense que le dynamisme de l'économie du monde va changer. Les choses vont changer. Les liens qui étaient entre les pays vont changer. Certains vont s'améliorer, d'autres vont tomber aussi. Voilà ce qui nous mène à la fin de notre débat de ce soir dans l'émission Majuscule Propos. Je prends le temps de remercier toutes ces personnes qui ont contribué à cette émission. Je vous remercie Régis Yamouremier depuis Milan, en Lombardie, et surtout bon courage chez vous. Merci beaucoup. Merci également à Joël Ndori, qui est un autre compatriote en Belgique.
Merci Eddy et restez chez vous. Merci également au docteur Elie qui intervenait depuis la France. Elle est spécialiste, médecin spécialiste en France. Merci à Teddy Kaberuka, expert économiste qui a toujours contribué à notre émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'émission, c'est Majuscule Propos. Merci à toute l'équipe qui m'a réalisé, conduite par Aimable Twahirwa. Et surtout, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.